Donc on commence avec ce beau jeune homme qui a fait un nouveau record. Pourquoi? Parce que on lui avait implanté en 2015 une puce électronique, et c'était un des premiers hommes à avoir ce qu'on appelle une interface homme-machine. D'accord? Alors cerveau-machine, pour si vous voulez encore plus de précision. Et ça fait 7 ans que son interface est active. D'accord? Et donc c'est un nouveau record. Et c'est quand même quelque chose de clé. Pourquoi? Parce qu'on vous parle souvent de l'humain augmenté, ce genre de choses. Donc en vous disant, on va vous mettre des puces dans le cerveau et tout. Mais il y a un défaut à ça. C'est qu'une puce, ça a une durée de vie. D'accord? Généralement. Vous vous souvenez, l'iPhone, vous l'avez dans votre poche. Tous les 4 à 5 ans, vous le changez. Et encore, si vous êtes vraiment consumériste, vous le changez tous les 2-3 ans. D'accord? Voire tous les ans pour les plus consuméristes. Mais comme Apple en sort pas un tous les ans, enfin maintenant plutôt un tous les 18 mois, voilà, on est tranquille. Mais passons. La problématique, c'est qu'on peut pas s'amuser à vous ouvrir le crâne tous les 18 mois pour vous mettre une nouvelle puce. Comprenez bien que aller mettre une puce dans le crâne de quelqu'un, c'est se mettre face à d'énormes problématiques. Les risques de contamination, les risques de saignement, etc., etc. Et enlever une puce pour remettre une puce dans le cerveau, autant vous dire que c'est un travail complexe, et que moins on le fait, mieux on se porte. Et depuis le début, parce que ces interfaces homme-machine existent depuis assez longtemps, et on en parle assez souvent. On en parle pour redonner la vue aux aveugles, on en parle pour ceux qui sont tétraplégiques, etc. Le principal problème de ces interfaces homme-machine, c'est donc leur durabilité. Pourquoi? Parce que si elles ne sont pas durables, vous devez intervenir très souvent. Et si vous devez intervenir très souvent, bah forcément, la machine perd de son intérêt et de manière plus qu'importante. D'accord? Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on commence à voir les premières interfaces homme-machine qu'on a installées dans les années 2015, 2016, 2017, qui commencent à avoir un certain temps et qui sont toujours actives. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que déjà, les puces qu'on avait à l'époque ne sont pas du niveau des puces qu'on a maintenant. Ni sur la miniaturisation, ni sur leur méthode de fonctionnement, etc. Mais vous pouvez vous dire que en gros, c'est chez les scientifiques, si les puces qu'on a installées, chez par exemple Nathan Copeland, qui est un Danois, d'accord, on arrive à les faire tenir 15-20 ans, on est quasiment sûr, dans les 5 à 10 ans qui viennent, d'avoir des puces qui tiendront toute la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, si vous êtes tétraplégique, on vous mettra une puce, et ça ira probablement jusqu'à votre mort, sauf problématique de la puce, etc. Ce qui est aussi intéressant, c'est que beaucoup de chercheurs et de médecins avaient des doutes sur le fait que le fait d'avoir une puce dans le cerveau pouvait provoquer des déformations, des cancers et ce genre de choses. Et là, on commence à avoir des cohortes. Alors, c'est très limité, hein, encore une fois. Des gens qui ont des interfaces homme-machine depuis plus de 5 ans, de mémoire, sur la planète, il y en a 15. Vous vous rendez bien compte que la cohorte est plus que petite. D'accord? Mais plus vous allez en avoir, plus on va pouvoir savoir une chose, c'est est-ce que si on vous met un implant dans le cerveau, est-ce que vous développez des cancers, ce genre de choses? Est-ce que vous avez plus de chances d'en développer ou pas? Et donc ça, c'est assez intéressant, parce que ça permet de faire énormément de choses. Là, par exemple, pour le monsieur en l'occurrence, ça lui permet de piloter son fauteuil, ça lui permet de jouer à des jeux, ça lui permet de faire beaucoup de choses, parce que à travers sa pensée, son environnement informatique va répondre à son besoin. Et donc ça, c'est quand même clé. C'est clé pour plein de choses. C'est clé déjà parce que tous ceux qui ont des accidents de voiture et qui finissent tétraplégiques, etc., bah, ces gens-là, on peut les aider. Et c'est clé aussi parce que c'est la phase numéro 1. Si vous voulez, vous êtes face à des gens qui peuvent rien faire et qui ont une vie qui est vraiment très compliquée. Donc, les agences autorisent à ce qu'on fasse des tests parce que ces gens-là, ils sont très proches de rien pouvoir faire et donc la vie est plus... j'aime pas dire intéressante, mais la vie est tellement complexe
que dès qu'on peut leur apporter un petit peu de nouveauté et des choses qui leur permettent d'avoir un peu plus d'autonomie, on se permet de le faire, même si le risque est grand, parce qu'on juge que le gain psychologique, etc., est plus important que de se dire que peut-être, bah, au lieu de vivre 60 ans, il va vivre 50 ans. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et tout ce savoir qu'on accumule sur les interfaces homme-machine à travers ces gens-là, c'est du savoir qu'on va pouvoir réutiliser plus tard. Et donc à ce moment-là, vous avez énormément de choses. Alors, vous rentrez dans des trucs de science-fiction, hein, parce que vous allez Elon Musk avec Neuralink, etc. C'est encore un domaine académique qui est au tout début du travail. Mais c'est un domaine sur lequel il y a vraiment énormément de choses qui se passent. Et moi, je pense que c'est un domaine qu'il faut grandement surveiller, parce que c'est vraiment un domaine qui peut avoir un sens extrêmement important et qui peut laisser de la place à des futurs titans du médical. Pour moi, c'est un peu la même chose que tout ce qui est les robots de chirurgie il y a 10 ou 20 ans. C'était le début, les gens y croyaient pas, etc. Et là, c'est vrai que tout ce qui est le traitement de pathologie à travers de l'ingénierie, d'accord, et d'aller mettre des puces qui vont permettre de revoir, d'aller bypass des problématiques humaines à travers l'ajout d'une composante entre guillemets cybernétique, c'est vraiment des choses sur lesquelles il y a quand même énormément d'avenir, et ça peut aller très loin, parce que si vous voulez, le cœur artificiel de Carmat, c'est quand même un cœur cyber, donc vous pouvez dire que c'est un ajout cybernétique, et vous voyez bien que le cœur y bat. Alors effectivement, il y a eu énormément de problèmes, il y a plein de choses qui sont qui posent question, d'accord, mais vous voyez que de plus en plus on rajoute des parties cyber aux humains, et ça c'est un domaine qui vraiment, à mon avis, dans les 10-20 prochaines années va vraiment exploser de manière plus qu'intéressante.